Ce sont donc des développements auxquels on ne s'attendait pas par leur vélocité ce matin et en ce début d'année au Venezuela. Donc, Donald Trump, pardonnez-moi, a donc confirmé avoir capturé, enfin, ce sont les forces spéciales américaines qui ont capturé Nicolas Maduro ainsi que son épouse il y a quelques heures, en pleine nuit pour les Vénézuéliens. Il était aux alentours de 3-4 heures du matin quand les États-Unis ont mené des frappes sur la capitale, mais aussi sur d'autres régions du pays. Quelques heures plus tard, Donald Trump s'est enfin exprimé. Nicolas Maduro, lui, était complètement absent, n'avait fait aucun commentaire et pour cause, puisqu'il avait été capturé par les forces spéciales américaines. Il a été exfiltré du pays. Donald Trump doit tenir une conférence de presse à 17h, heure de Paris. Je vous propose de revenir en images sur ces derniers développements et puis on en parlera avec Gauthier Rybinski ainsi que notre invité. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas, et quelques minutes plus tard, des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne, mais aussi sur la côte à une centaine de kilomètres de là. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes. Elles surviennent alors que Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays, affirmant que les jours du président vénézuélien Nicolas Maduro étaient comptés. Dans un communiqué, les autorités ont dénoncé une très grave agression militaire. Nicolas Maduro a décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. Depuis la fin août, l'armée américaine a mené plus d'une vingtaine de frappes contre des embarcations vénézuéliennes impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Le 1er janvier, le président Nicolas Maduro tentait l'apaisement, se disant prêt à discuter avec les États-Unis. S'ils veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous y sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron. Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse de pointe stationnés dans les Caraïbes. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux qui ont eu la grâce du Tout-Puissant comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Mes chers compatriotes, je voudrais aujourd'hui rapidement partager avec vous les événements qui font cours dans le monde. Parce qu'il y en a tellement, mais il y en a très peu qui attirent notre attention. Je voudrais ici, à travers des réponses et des questions que vous m'avez posées, vous parler du Venezuela. Je ne vais pas être long parce que tout a été dit sur ma page de Facebook concernant ce problème. Et comme vous venez de le voir dans cette introduction, le président du Venezuela a été enlevé de chez lui. D'autres vous parleront de kidnapping, d'autres parleront d'enlèvement, d'autres parleront de coup d'État, d'autres parleront de trahison. Tout y est. Mais, mes chers compatriotes, je voudrais répondre à certains d'entre vous qui m'ont posé des questions d'ordre général et des questions personnelles. Je vais commencer par celle qui est personnelle. Je vous ai expliqué ici, dans presque toutes mes vidéos, en vous posant une question. Qu'est-ce que nous faisons aux États-Unis? Qu'est-ce que toi tu fais en France? Qu'est-ce que tu fais en Angleterre, en Allemagne? Pourquoi vas-tu souffrir au Liban? Que fais-tu
Que faisons-nous chez les autres? Nous allons chercher chez les autres ce que nous avons en abondance chez nous et que les autres viennent prendre facilement pour nourrir les leurs. Et nous partons là-bas, prendre le reste, c'est pour partager avec eux ce qu'on décide de nous donner. Je ne sais pas, je vais reprendre. 90% des Camerounaises et des Camerounais, 90% des Africaines et des Africains sont à l'extérieur pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur pays respectif. C'est-à-dire, nous sommes en Chine pour aller chercher des habits moins chers. Chez nous, nous sommes producteurs de coton. Nous sommes producteurs de l'or, du pétrole, du bois. Mais nous commandons les chaises, les salons ailleurs. Nous produisons le bois, le papier. Nous ne fabriquons pas. Pourtant, c'est nous qui avons la matière qui fabrique le papier. Nos enfants vont donc mourir dans les eaux de Lampedusa, en Italie, vont mourir en Libye, vont mourir en Espagne, vivre dans les forêts marocaines, espagnoles, tunisiennes, turques, sont persécutés partout. Parce que ces enfants-là vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez eux et que tous les pays dont je viens de citer viennent chercher facilement chez nous pour ramener chez eux. Et nous venons vivre avec ça ici. C'est-à-dire, moi, parlant de moi aux États-Unis, je vis à New York, aux États-Unis. Je me fais soigner parce que Trump décide que je me fasse soigner. Ce qui n'est pas ton cas au Cameroun. Ce qui n'est pas mon cas. Alors que pour que je me fasse soigner ici, Trump va chercher le pétrole là-bas. Trump va chercher le pétrole au Venezuela. Trump va chercher des ressources au Congo. Pour que je me fasse soigner gratuitement. Ce que je n'ai pas dans mon pays, le Cameroun. Donc nous sommes tous pareils. Alors penses-tu que, patriote que je sois, je dois m'asseoir ici aux États-Unis et insulter Trump? Je dois m'asseoir ici aux États-Unis et dire que ce que Trump a fait, il a mal fait. Alors que, avant que Trump ne le fasse, j'ai interpellé mes parents. Aujourd'hui, j'ai interpellé mes parents avant-hier. J'ai interpellé mes parents hier. Pour leur dire que vous nous avez envoyés à l'école pour aller apprendre à observer. Apprentissage par observation. Et venez vous dire comment nous pouvons protéger notre pays. Nous l'avons fait. Est-ce que vous nous avez écoutés? Ce que le président Trump vient de faire, ce n'est qu'un replay. C'est du déjà vu. Je ne vais pas vous parler de dates anciennes. Je vous parle tout simplement de la toute récente. En Irak, ce n'était pas le président Trump qui était là-bas. Ça s'était passé avec Saddam Hussein. Ce n'était pas Trump. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, ce n'était pas Trump. C'était un Français appelé Nicolas Sarkozy qui avait fait exactement pareil, bombarder le palais présidentiel en Côte d'Ivoire pour extraire le président Gbagbo et le faire garder pendant 10 ans de l'autre côté, le temps qu'il fasse des changements qu'ils avaient souhaité et voulu faire et qui ont d'ailleurs été faits. N'est-ce pas? Le président Donald Trump n'était pas là-bas. Le tout restant, c'était le président Kadhafi, bombardé chez lui. Ici aux États-Unis, c'est un président qui me ressemble. Du moins, il a une partie de mon continent. Barack Hussein Obama. C'est lui, et accompagné du même Sarkozy. Ce n'était pas le président Trump. Ils ont tué le président Kadhafi. Le chaos s'est étendu partout en Afrique. Alors, nous avons eu le temps d'observer cela et de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Comment faut-il faire? Qu'est-ce que nous retenons de ce qui s'est passé avant-hier avec le président Donald Trump une fois de plus? Quelles leçons retenez-vous? Et on vous fait comprendre que les gars sont arrivés, ils sont repartis comme ils sont venus. Où était la garde présidentielle? Où étaient les services de renseignement?
À quoi servait-il? La sécurité présidentielle, l'armée, la défense, tout ce que vous avez vu au Venezuela, la même chose se transpose chez nous au Cameroun. Je ne peux donc pas m'asseoir ici, profitant de ce que le président Donald Trump va chercher ailleurs pour me soigner gratuitement, pour que je puisse prendre le train, pour que je puisse vivre tranquillement. Si j'ai un problème, j'appelle la sécurité. Si je compose ici à la maison, tout de suite, pendant que je parle avec vous, le chiffre 911, le 911, j'ai dit j'ai mal au pied. Même si j'invente, dans les 3 minutes qui suivent, l'ambulance, le cadre de police arrive. Même si la facture viendra après, on vient d'abord me soigner, on vient d'abord voir de quoi est-ce qu'il est question. Dans ton pays, dans mon pays, notre pays, est-ce que c'est possible? Le policier va te demander l'argent, il va te demander de qui sont là, est-ce qu'ils sont armés ou pas. Envoie-nous d'abord un Orange Money, fais-nous d'abord un dépôt, la voiture est tombée en panne, on n'a pas de carburant. On te racontera tout, finalement tu vas mourir. Et quand bien même tu te rends à l'hôpital, par tes propres moyens, je ne suis pas sûr que tu sortiras vivant. On te tue à l'hôpital, comment on peut te tuer dans la rue? Alors, toi, tu me poses la question, est-ce que je peux dire autre chose parce que je suis aux États-Unis? Je vous ai déjà dit que je suis un enfant logique. Je ne peux jamais jeter la pierre là où j'ai caché la calebasse. Mon pays ne m'a pas écouté. Je suis venu aux États-Unis, ils m'ont accueilli. Ils m'ont tendu la main. Ils m'ont dit, hein, tu es très intelligent. Je suis allé au département d'État là, parler de la situation du Cameroun. À l'époque de Barack Obama, Trump ne pensait même pas être président. Avant d'aller au département d'État, j'ai été en France. J'ai été dans les bureaux d'Alieu-Marie. J'ai discuté pendant plus de 2 heures avec l'un de ses collaborateurs parce qu'elle ne m'avait pas reçu, il faut être honnête. J'avais été reçu, je ne sais pas, son particulier ou il s'appelait le colonel Bonne Maison. On a parlé pendant 2 heures de la situation de l'AES, de la situation du Cameroun, de la situation de l'Afrique en général, du Gabon. Et je leur ai dit, mon colonel, si vous ne faites rien pour revoir notre collaboration avec les pays partenaires, pays amis du continent africain, dans les 20-30 ans à venir, vous aurez beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si le colonel Bonne Maison est encore vivant, il se dirait que ce garçon était un prophète. Mais non, l'apprentissage par observation. Regardez ce qui s'est passé et se poser des bonnes questions. La seule question qu'il m'avait posée à la fin de notre conversation, vous êtes tellement jeune, mais qu'est-ce qui inspire votre pensée idéologique? Et j'ai répondu avec la même phrase. Mon colonel Napoléon n'avait pas 50 ans à l'époque. Il m'a dit c'est vrai. Nous en reparlerons. Nous y sommes. Nous avons affaire aux gens en Afrique, au Cameroun, qui ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas. Et la communauté internationale, les Occidentaux ont compris que nous avons affaire à des petits mangeurs. Des gens qui, leur préoccupation première, c'est de construire une petite maison, mettre des ampoules, s'abri, acheter une voiture et commencer à faire voyager leurs épouses et remplir leur compte bancaire. Où est le patriotisme? Nulle part. Le président Paul Biya est dans la même logique de ce qui se passe chez nous au Cameroun. Quand vous regardez l'insécurité dans laquelle nous vivons, il est très facile que la France ou tout autre pays décide de se débarrasser. Bon, malheureusement, ils ne peuvent pas se débarrasser pour le moment, enfin tout du moins la France, parce que leur pion fait exactement le même travail. Et ceux qui sont autour opèrent exactement comme ce que le président Donald Trump veut. Alors ils ne peuvent pas le chasser comme ça, parce que pour le moment, bien qu'il soit déjà usé, Paul Biya a géré à la lettre ce que la France a toujours voulu. Yes. Souvenez-vous de l'ambassadeur de l'époque. Il y a un ambassadeur qui travaillait, il représentait la France au Cameroun. Et quand il a pris sa retraite, il est devenu l'adjoint de Paul Biya au palais. Vous, toi, tu ne savais pas ça? Oui, monsieur. Il faut chercher le nom de cet ambassadeur-là, tu vas le retrouver. Il a fini de travailler. Le jour où il va déposer sa lettre de dire au revoir à Paul Biya, Paul Biya lui fait comprendre que non, 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 tu peux laisser la France. Hein. Non, non, viens travailler si tu deviens mon adjoint. Evan Omnes, je te donne son nom. Paul Biya dit non, mets-toi ici, prends ton bureau là. Donc, la France a eu l'un des meilleurs élèves, comme lui-même le disait, Paul Biya. Et autour de lui, c'est pareil.
Quand vous avez des gens comme les Joseph Fouda, à quoi servent-ils? C'est la même chose qui s'est passée avec Maduro. La corruption, tout le monde a été corrompu. Personne ne peut répondre au nom du patriotisme. Le pays a été trahi. Et c'est la même chose au Cameroun. Les services de renseignement font quoi? Qu'est-ce qui vous dit ce qui va se passer? Les gens là ne sont pas tombés du ciel, même s'ils sont venus en hélicoptère, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont communiqué avec des gens sur place. Réécoutons un peu le président Donald Trump. Écoutez et regardez. You said the U.S. would run Venezuela. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? We're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other people. Run Venezuela. We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And next 2 weeks, what do you need from Delcy Rodriguez? Total access. We need total access. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want the Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. President, thank you. Are you saying that Secretary Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military They're troops going to to be a provide? team that's working with the people of Venezuela to make sure that we have Venezuela right. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. We're going to have this done right. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, you know, let it go to hell. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want the Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it quickly, but it takes a period of time. You know, we're rebuilding. We have to rebuild their whole infrastructure. The infrastructure is rotted. It's actually very dangerous. It's blow-up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing to take out of the ground. Can kill a lot of people. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old. It's rotted. Much of it is stuff that we put there 25 years ago, and we're going to be replacing it. And we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Bien. Vous écoutez ce que dit le président Donald Trump. Il est fier de son opération. Qui va aller porter plainte au président Donald Trump? Qui va s'attaquer à lui? Qui va dire quoi? Nous pouvons chansonner, vous pouvez raconter vos vies, nous pouvons raconter nos vies, je peux raconter la mienne ici, mais ce qui a été fait, une humiliation totale. Alors tu transposes ça au Cameroun. Regarde la sécurité de chez nous. Qui sont les plus gros agresseurs dans notre pays? Ce sont des militaires. Qui sont les plus grands homosexuels au Cameroun? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Qui sont les plus grands braqueurs? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Qui vendent des armes pour tuer les leurs? Ce sont des militaires, des policiers et des gendarmes. Vous les connaissez. Alors, quelle difficulté aura un étranger à faire renverser un pouvoir quand vous êtes vous-même déjà corrompu? Qui est patriote là-bas dedans? Dites-moi. Quand Martinez Zogo est à la morgue là, est-ce que vous avez compris la nappe de trahison qui est en bas? On vous fait comprendre que le patron du renseignement, Maxime Ekweko, en complicité avec un autre,
Justin Danwi, donner des informations de l'État à un individu dont on lui avait dit que quand le Cameroun va changer, il sera DGSM, délégué général de la Sûreté nationale, à la personne d'Amogo Belinga. Je ne sais pas si vous comprenez la trahison élevée de cette affaire. C'est-à-dire, les gars qui sont capables de parler à Maduro en son oreille, les gars qui sont capables de parler à Paul Biya, là, venez lui parler. Il s'appelle Maxime Eko. Ce gars-là ne donne pas les renseignements à Maduro. Celui du Cameroun ne donne pas les renseignements à Paul Biya. Donc Maxime Eko, il donne plutôt les informations à Amogo Belinga au quartier. Et Amogo Belinga prend ces informations, il va les vendre en extrapolant en Guinée équatoriale, sur Biangema. Là-bas, le partage se passe mal. Il vient insulter sur le plateau télé Mbargangele. Je vous dessine donc ça comme ça vite fait pour vous dire, quand vous voyez ça, où est le renseignement? Où est la sécurité? Où est le patriotisme? Quand les patrons du renseignement sont impliqués dans un chaos pareil. Je vais encore aller un peu plus loin. Je vous ai parlé des destins croisés de Brenda, de Bruno Bidjan, d'Ernest Obama, de Raoul, Christophe Mbia, d'Amogo Belinga. Tous ces enfants-là, y compris de Martinez Sezogo. Mais je vous ramène cette affaire des destins croisés à un autre petit qu'on appelle Parfait Mbapou. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de patriotisme. Dans cette affaire, c'est le même scénario. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'on a détruit Brenda Biya, vous n'allez pas comprendre pourquoi on a détruit Parfait Mbapou. Ces enfants-là ont le même destin croisé. Après avoir été utiles, on les tue très rapidement. On a donc demandé à Paul Biya, donne-nous quelque chose qui t'est cher. C'est écrit. Sacrifiez le plus aimé de votre fratrie. Je fais le rond pour que tu comprennes d'où vient le manque de patriotisme, la part, l'argent, le matériel, la voiture, la maison, le sexe, le satanisme, l'homosexualité et les sectes. Alors quand vous regardez Brenda, vous regardez Mbapou, vous regardez toutes celles de ceux que je viens de citer, c'est le même train. Le directeur du cabinet civil, adjoint, Oswald Baboke, le directeur du cabinet civil principal, Mvondo Yolo, le secrétariat d'État avec Ferdinand Ngongo, même pipe, même sauce, même tabac, le chef d'état-major des forces armées, René Claude Meka, le chef d'état-major particulier, Amogo Bote, le conseiller spécial, Joseph Fouda, sont tous dans la même sauce, dans le même sac, même système, chacun joue sa petite musique pour détruire le pays. Alors quand vous voyez donc dans cette affaire de Martinez Sezogo, on connaît les tueurs, des enfants de la République qui tuent les leurs. Ils tuent d'abord les leurs. Comment pensez-vous qu'il y aura beaucoup de difficultés face à un étranger qui veut enlever Paul Biya? Vous trouvez donc Joseph Fouda qui parle à l'oreille de Paul Biya vous fera comprendre que Parfait Mbapou utilise son nom au quartier et lui n'est pas au courant depuis plus de 10 ans pour arnaquer les gens. Ils sont là à plusieurs